70,000 people are here, and Bob Dylan is the reason for it. Inspired by the true story. If anyone is going to hold your attention on a stage, you have to kind of be a freak. Are you a freak? Hope so. And starring Timothée Chalamet as Bob Dylan. He defied everyone. Turn it down! Play loud! To change everything. Make some noise, BD. Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro. A complete unknown. Only in theaters Christmas Day. Rated R. Under 17, not admitted without parent. Okay, I have to tell you, I was just looking on eBay where I go for all kinds of things I love, and there it was. That hologram trading card. One of the rarest, the last one I needed for my set. Shiny like the... Designer handbag of my dreams. One of a kind. eBay had it, and now everyone's asking, ooh, where'd you get your... Windshield wipers. eBay has all the parts that fit my car. No more annoying. Just beautiful. Whatever you love, find it on eBay. eBay. Things people love. « 6 avril 1978, New York. Studio de la chaîne NBC. Cette fois, Frank ne se tient pas debout derrière un pupitre. Cette fois, il est assis dans un fauteuil. Juste à côté de l'animateur Johnny Carson. Cette fois, il est l'invité du Tonight Show, le talk-show le plus populaire de la télévision américaine. Des millions de téléspectateurs écoutent Frank raconter sa vie. Pas celle qu'il a vécue, non. Celle qu'il a inventée et qu'il a résumée dans une plaquette de 16 pages qu'il distribue comme si c'était la Bible. Évidemment, Johnny Carson n'a pas pris la peine de vérifier si ce que contenait la plaquette était vrai ou si c'était juste une arnaque. Car la vérité, on s'en tape quand on a un client comme Abagnale sur le plateau, non ? Le type sort une blague toutes les 2 phrases. Il vend du rêve mieux qu'une comédie romantique d'Hollywood. Si Frank est aux anges, il s'inquiète quand même à cause de ces enfoirés de journalistes qui fouinent dans son passé. Qu'est-ce que ça peut leur faire, ce que raconte Frank ? Il ne fait de mal à personne. C'est désagréable de devoir se justifier en permanence. Et cela juste au moment où il a trouvé la martingale gagnante. Il est l'escroc repenti qui a choisi de mettre son talent au service du bien. Pendant 10 ans, Frank Abagnale a été un petit escroc qui a falsifié des chèques pour vivre. Son génie est d'avoir transformé cette vie minable en une arnaque dont il profite encore aujourd'hui. Sa plus grande escroquerie est celle-là, avoir inventé un récit auquel les gens ont envie de croire. Son talent est de sentir qu'à la fin des années 70, les États-Unis traversent une crise d'identité et se cherchent un nouveau héros. Ce héros, ce serait lui. De retour dans la loge que lui a réservée NBC, Frank se démaquille devant la glace. Il se regarde dans le miroir. Il sent encore le rush d'adrénaline qui circule dans ses veines. Pendant 1 heure, il a plaisanté avec Johnny Carson, il a fait rire le public et hypnotisé des millions de téléspectateurs. Now the sky is the limit. Désormais, plus rien n'est impossible. Avec le recul, Frank Abagnale apparaît comme un pionnier. Il est parmi les premiers à s'être engagé sur le chemin de la post-vérité. Cet état social dans lequel l'individu juge que la défense de ses convictions est plus importante que l'exactitude des faits. En 1978, les États-Unis se débattent avec leurs désillusions. Après la défaite au Vietnam, après le Watergate, après l'affaire Charles Manson, l'homme de la rue se trouve face à un vide. Comme Andy Warhol l'explique dans ses mémoires en 1975, les Américains ont perdu la foi dans les grands idéaux, dans l'amour, la nation, la politique. Avec subtilité, Warhol pose alors une question. Qu'est-ce qui relève de la fiction et qu'est-ce qui relève de la réalité ? Ce que n'envisage pas alors Warhol est qu'on puisse jeter un pont entre cette fiction et cette réalité. Ce pont, c'est celui que Frank construit avec une intense frénésie. Après son passage au Tonight Show,
les sollicitations et les demandes d'intervention arrivent par dizaines sur son bureau. Les affaires marchent si bien que Frank doit embaucher du monde. D'abord, Margelle Jean Delaware, une ancienne employée d'une obscure chaîne de télé de Las Vegas, dotée d'un tempérament de pitbull. C'est elle qui est chargée de tenir les journalistes à distance. Ensuite, Mark Zinder, un étudiant de l'université de l'Alabama, que Frank a rencontré à New York et qui l'a convaincu de venir bosser à Houston. Mark devient l'agent de Frank, celui qui gère ses engagements et s'occupe de ses relations publiques. Il est surtout celui qui ouvre à Frank le très lucratif réseau des grandes universités américaines. Avec Margelle Delaware et Frank Zinder, Frank rôde sa communication. Ce n'est pas lui qui ment, ce sont les autres qui ont honte de s'être fait arnaquer. L'argument est faible. Pourtant, il est suffisant pour convaincre ceux qui sollicitent les services d'Abagnale ou une partie de la presse qui reprend sans se poser de questions les histoires que l'ancien escroc leur sert avec chaque fois plus de détails, chaque fois de nouvelles anecdotes. Tout se passe comme si les journalistes considéraient que tellement d'articles ont été consacrés à Abagnale qu'il n'est plus nécessaire de vérifier ce qu'il dit. Seuls 2 reporters ont procédé à ce débunkage. Il s'agit de Stephen Hall, du San Francisco Chronicle, et d'Ira Perry, du Daily Oklahoman, en 1978. Chacun de son côté, les 2 journalistes reprennent les affirmations d'Abagnale et les analysent une par une. Tous les 2 arrivent à la même conclusion. Tout est faux. Quand il découvre la une du Daily Oklahoman, le 14 décembre 1978, Frank est furieux. L'article de Ira Perry court sur 4 pages avec des tas de déclarations, de dates, de données chiffrées et de références à des documents administratifs. Aussitôt, il annule la conférence qu'il doit donner le lendemain à Oklahoma City sans s'excuser et sans fournir d'explications aux organisateurs. Chaque fois qu'il est confronté aux faits, Frank adopte la même stratégie. Il esquive. Il pourrait engager des procès en diffamation, mais c'est trop risqué. Un procès, cela veut dire un exposé clair et précis des faits. Autrement dit, la certitude d'être démasqué. Une fois qu'il a esquivé, Abagnale applique la deuxième partie de sa stratégie. En rajouter une couche. Non, il n'avoue rien. Mais il poursuit dans la même démarche. Il ajoute une couche de mensonges sur les couches déjà existantes. Malgré les articles parus en 1978, Frank poursuit ses conférences et ses séminaires comme si de rien n'était. Il se trouve toujours des gens pour l'inviter à une conférence. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. This message is sponsored by Greenlight. We all know the old saying about teaching a man to fish, and as parents, we want our kids to learn the things that will set them up for success. So this holiday season, give kids money skills that last well beyond 2024 with Greenlight. Greenlight is a debit card and money app made for families, where kids learn how to save, invest, and spend wisely with parental controls built in. Sign up today at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Meaningless stuff. Why do we gift so much meaningless stuff? Tired of generic gifts and hollow trends? Shutterfly allows you to create meaningful photo gifts for your family and friends. Whether it's a cozy fleece blanket for grandma, a stunning canvas print for mom, or a mug to make dad smile. Enjoy 40% off with code MAKE40 at Shutterfly.com and make something meaningful this year. See site for more details. « 1979, Houston. Cela fait des mois que Frank y pense. Il va faire écrire son autobiographie. Un livre
Ça en jette plus qu'une plaquette de présentation. Et puis, cela va servir de contre-feu aux enquêtes des journalistes. Le texte est rédigé à la hâte par un obscur auteur qui se contente de retranscrire ce que lui raconte Frank. Catch Me If You Can, Arrête-moi si tu peux, paraît en septembre 1980. L'avant-propos du bouquin en résume le contenu. Tous les personnages et certains événements ont été modifiés, et tous les noms, lieux et dates ont été changés afin de protéger les droits de ceux qui ont croisé le chemin de l'auteur. En clair, inutile de chercher à vérifier. Il n'y a plus de frontière entre la réalité et la fiction. Quand le bouquin paraît, les critiques sont élogieuses. Les journaux publient de larges extraits de ce récit abracadabrant, mais personne ne s'en soucie. La machine repart de plus belle. Le bouquin, dont les ventes atteindront 3,5 millions d'exemplaires en 10 ans, remet Frank au centre de l'attention. Les invitations se remettent à pleuvoir. Riches, pauvres, mendiants et voleurs, mesdames et messieurs, Frank Abagnale. C'est comme ça que Frank se fait annoncer par le speaker chaque fois qu'il apparaît en public. Frank porte désormais des chemises en soie brodées à son nom et une bague en or blanc avec un diamant taillé à la forme de ses initiales. La tournée de promotion est un triomphe. À chaque intervention, Frank ressort l'anecdote d'une prostituée qui l'a arnaqué et pour faire bonne mesure, il sort de sa poche une petite culotte en soie comme s'il l'avait conservée tel un trophée. Le public rit et applaudit. Grâce à Mark Zinder, son agent, Frank multiplie les conférences dans les universités du pays, dont certaines de renom. Pour lui qui n'a fait aucune étude, qui ne possède aucun diplôme, qui a réussi à la force de sa seule volonté, cette reconnaissance a un délicieux goût de victoire. Savourant sa réussite, Abagnale confond deux choses. Les étudiants sont attentifs, mais pas crédules. C'est ce que va lui rappeler de manière cinglante un professeur de droit pénal, William Toney, enseignant à l'université d'État d'Austin, au Texas. Lors de la venue de Frank en 1981, Toney demande à ses élèves de se rendre à sa conférence, de prendre en note tout ce que le conférencier dit, puis de procéder à la vérification de ses affirmations. Ce travail devient une étude de cas dans leur formation de futurs juristes. Passionnés par cette mission, les élèves planchent pendant toute une année. Rentrée universitaire 1982, faculté d'Austin. Mark Zinder est en train d'installer le stand sur lequel doivent être disposés l'autobiographie et les différents objets promotionnels pour la nouvelle conférence d'Abagnale. Regardant Mark s'affairer, un étudiant du professeur Toney s'approche et se présente poliment. Ne résistant pas à l'envie de se faire mousser, l'étudiant dit à Mark Zinder « Vous savez que votre patron est un menteur, n'est-ce pas ? Tout ce qu'il raconte, c'est du vent. » Mark regarde l'étudiant. Le gamin ne plaisante pas. Au contraire, il annonce à Mark que lui et ses camarades vont présenter les résultats de leurs travaux sur les affirmations mensongères de Frank. Comme en 1978, Frank annule sa conférence sans prévenir. Mais cette fois, les choses se gâtent. Les travaux dirigés par William Toney sont diffusés dans d'autres universités. Frank n'a pas le choix. Il doit renoncer au circuit universitaire. Toutes les interventions prévues dans les facs sont annulées. Pour se justifier, Frank explique que la belle jeunesse américaine ne devrait pas être confrontée aux actes délictueux qu'il a commis. Cela pourrait donner de mauvaises idées. Frank se rabat sur un public qui lui reste fidèle. Les chambres de commerce, les clubs d'entrepreneurs et les séminaires d'entreprise. C'est Kelly Webbs qui fait tourner la boutique et fixe les tarifs des interventions, jusqu'à $2500 la soirée. Le professeur William Toney a porté un rude coup à la crédibilité d'Abagnale. Des années plus tard, Mark Zinder raconte une inquiétante conversation téléphonique qu'il a eue avec son client en 82. Mark, écoute, je sais que tu sais, lui dit Frank. Je vais régler le problème pour Toney. Cela ne me coûtera que quelques dizaines de milliers de dollars. Quand il raccroche, Zinder est sonné par ce qu'il vient d'entendre. Il appelle alors un inspecteur de la police de Houston et lui répète le contenu de la conversation. À votre place, je prendrai les choses au sérieux. Je quitterai la ville et je ne dirai à personne où je suis. Lui conseille le flic. Mark quitte Houston avec sa femme et s'installe à Nashville.
Pendant les années 83 et 84, Abagnale disparaît des médias. Des investisseurs qui avaient mis de l'argent dans sa société exigent de récupérer leur mise. Abagnale fait la sourde oreille. Des huissiers se présentent à son domicile pour l'assigner en justice. L'escroc quitte lui aussi Houston et s'installe avec Kelly à Tulsa, en Oklahoma. Malgré un creux dans la vague, Frank conserve un public fidèle, des gens qui veulent croire à ce qu'il leur raconte. Et c'est au moment où il ne l'attendait plus que la consécration lui est enfin offerte. Un jour de 1999, le téléphone de Frank sonne. Steven Spielberg accepte de réaliser l'adaptation d'Arrête-moi si tu peux. Il a fallu 3 ans de travail au scénariste Jeff Nathanson pour faire rentrer ce que raconte Frank en 140 minutes. Le choix de Leonardo DiCaprio, avec sa tête d'adolescent adorable, pour incarner Frank, est parfait. Les critiques sont dithyrambiques. 18 décembre 2002, New York. Frank se tient sur le tapis rouge devant le Fox Westwood Village Theatre, où se déroule la première. L'instant est magique, les flashs crépitent. Lui, le gamin de Bronxville, est là, avec les plus grandes stars d'Hollywood. Catch Me If You Can fait l'effet d'une gifle par ceux qui ont croisé le chemin de Frank Abagnale. Ceux qui ont été victimes de ses escroqueries et de ses mensonges. Ceux qu'il a prétendu avoir trompés sont tournés en dérision dans cette comédie. Pas un mot d'excuse, pas un soupçon de repentir. En 2017, Abagnale est invité pour un Google Talk, ces conférences réservées aux penseurs, créateurs et innovateurs les plus influents. Un pont est établi entre les années 70, où n'existaient ni les smartphones, ni les réseaux sociaux, ni l'Internet, et le monde où l'intelligence artificielle est capable de créer une réalité alternative. Comme l'écrit le professeur américain Timothy Snyder, fin connaisseur de l'Amérique de Donald Trump, renoncer aux faits, c'est renoncer à la liberté. Si rien n'est vrai, alors personne ne peut critiquer le pouvoir parce qu'il n'existe plus de base pour soutenir cette critique. Si rien n'est vrai, alors tout est spectacle. Ceux qui ont l'argent achètent l'aveuglement des autres.